Merci beaucoup pour cette invitation et cette introduction. Merci aux organisateurs, les trois amis qui sont là, en particulier pour leur accueil et la Fondation pour l'accueil et l'organisation de cette journée qui est vraiment très très intéressante. Alors, je vais vous parler de Munich. Ça a été pas sympa de me donner ce sujet. Mais je veux dire que c'est... Alors, les messages qu'il faut prendre, je vais vous donner. D'abord c'est un biomarqueur qui potentiel, mais potentiel fort. C'est tout ce qu'il faut savoir. Après, c'est très facile, ne vous inquiétez pas, je ne rentrerai pas dans les détails, donc vraiment cool. Troisième chose, c'est que ça n'a pas besoin ni de ponction lombaire, ni d'imagerie. C'est un appareillage qui est très simple. Je ne sais pas si Edouard Berling de GA, il est là. Il a passé 2 heures dans le service. C'est quelqu'un c'est un jeune talentueux, mais qui connaît un peu l'électrophysiologie. Et en 2 heures, il a appris Enfin, je peux dire ça? Oui, je le dis. Munich. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, depuis 50 ans, on essaye de trouver des biomarqueurs. Bon, là, les exposés précédents m'ont facilité la tâche. Donc maintenant, l'unité motrice, l'axone, tout ça, vous le connaissez. Le boson, vous le connaissez. Voilà. Donc, depuis 50 ans, on essaye d'avoir un biomarqueur qui permet de voir la progression de la maladie, d'être utilisé dans les essais thérapeutiques, et puis voir l'efficacité d'un traitement. Donc, évidemment, dans les années 70, il y avait l'électrophysiologie. Depuis 1950, il y a l'électrophysiologie. Et une des méthodes les plus simples, c'était ça. Et bon, on va voir un peu le principe quand même. Mais l'ensemble de ces méthodes qui se basaient, enfin, on va voir, sont très techniques, très difficiles. Il faut avoir un thésard en sciences qui vous accompagne. C'est très temps consommateur et fatigant pour le patient et douloureux. Donc ces techniques-là ne peuvent pas être utilisées en pratique clinique. Et en plus, ces techniques-là sont surtout faisables quand on étudie la main. Donc c'est très partiel. Alors le grand avantage de Munich, qui est une technique de Munich, c'est Motor Unit Neuron Index, c'est un index de comptage d'unité motrice, c'est que ça a vraiment simplifié les choses, mais de manière impressionnante. En fait, on a besoin de manière simple de 3 choses. D'abord, ça, c'est la réponse électrique qu'on obtient quand on fait un électromyogramme normal. C'est tous les électromyogrammes. On fait une stimulation électrique au poignet et on recueille, par exemple, ici sur le muscle abducteur du pouce. Très facile. Deuxième chose, on demande au sujet, à tout le monde, de faire une contraction avec 5 niveaux variables et qu'on capte par le même électrode. Donc, contraction faible, 10%, 25%, 50%, 75% et 75%. On demande au sujet de faire ça, et puis vous avez le Munich. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et ça prend 2 minutes. Réellement, ça prend 2 minutes pour les gens entraînés. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Alors, il y a des choses qui... Voilà le principe, par contre. Donc, je vais tout détailler. Non, alors, c'est le génie de ce migrant indien qui est arrivé en 2004 aux États-Unis et tout de suite, il nous a publié ça. C'est que, quel est le principe? Donc, cette réponse-là que je vous ai expliquée, là, c'est le motoneurone et ça, c'est l'axone. Donc, ça, c'est le reflet du nombre total d'axones. C'est très simple. C'est une réponse supramaximale. On a le nombre total. Il suffit de calculer la taille moyenne d'un axone. Par exemple, imaginez, vous avez 1000 axones. Et il suffit d'avoir la taille moyenne d'un axone. Quand vous avez la taille moyenne d'un axone, vous divisez la globale par la taille moyenne, vous avez le nombre.
Si par exemple la taille de ça c'est 10 millivolts, la taille moyenne 100 microvolts, bah, c'est 100 unités. C'est aussi simple que ça. Sauf que le calcul de taille moyenne, c'est extrêmement difficile, très très compliqué. Donc toutes ces méthodes-là, on mettait 2 ou 3 heures, donc je passais pour ma thèse de science là-dessus, pour calculer ça. Et impossible de le faire en recherche. Tout le talent de non-d'écart a été que par une méthode mathématique qui utilise la puissance de tracé, à partir de contractions simples, on obtient finalement le nombre d'unités motrices. Voilà la formule finale. Donc, tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc, encore une fois, vous avez la réponse électrique. Vous avez 2 séries de 5 contractions. Vous obtenez cette courbe-là. Et la machine vous donne le nombre d'unités, enfin, le programme vous donne le nombre d'unités motrices. C'est aussi simple que ça. Il y a un article de review pour ceux qui sont intéressés, les électrophysiologistes, que Farzad Fateh, qui était fellow dans le service, a fait. C'est très intéressant. Enfin bon, voilà. Ça, c'est Munix. Alors, il y a des critères quand même comme électrophysiologie, c'est une technique robuste, mais il faut être très, très obsessionnel. Il y a des critères de qualité et des recommandations. Une fois qu'on respecte ça, il n'y a pas de risque particulier. Alors, est-ce que c'est valide, cette technique? Donc, voilà les techniques différentes dont je vous ai parlé. Le plus solide, c'est celui-là. On met une nappe d'électrodes. Et avec, vraiment, il faut 2 ordinateurs qui fonctionnent en même temps. On compte la taille moyenne. Donc, quand on fait la corrélation, il y a une corrélation qui est excellente entre les différentes techniques et Munix. Donc, une technique aussi simple que ça apporte finalement le même renseignement que des techniques très compliquées. Donc, la validité a été prouvée. Est-ce que c'est reproductible? Oui, c'est donc Emilien Delmont, qui est praticien hospitalier dans le service, a étudié 110 personnes, sujet sain. 11 centres ont participé. Et alors, c'est intéressant, quand on est très entraîné, la corrélation entre en interne et en inter et intra est excellente. Par contre, quelqu'un qui arrive, l'interne qui arrive, on lui explique en 2 minutes ce que c'est Munix qui le fait, vous voyez, c'est pas si mauvais que ça quand même. Leur reproductivité est entre les mains, plus on s'entraîne, plus ça va mieux. Donc, dans le service expert, enfin dans le service qui le font, on atteint cette reproductibilité. Et selon le muscle, c'est différent. Et on sait qu'il y a une variabilité qui est autour de 10 à 15% chez le sujet normal. Donc, si on a une modification de Munix autour de 20%, visite 1, visite 2 à 20%, donc vous pouvez dire qu'il y a une diminution, par exemple, significative. Et la variabilité a été étudiée alors, cette technique a été beaucoup utilisée dans SLA. C'était là la sclérose latérale amyotrophique. C'était là où la question chez les adultes depuis 50 ans. Voilà, il y a beaucoup d'études dans SLA qui ont rapporté, qui ont étudié la reproductibilité et on s'est amélioré au cours des années. Donc, moi, Pascal Joly l'appareil en 2000, enfin le fichier en 2013. Donc, au cours on a amélioré la technique dans différentes pathologies. Emilien, par exemple, a publié, il était là, voilà, dans le PIDC. Donc, maintenant, la technique arrive à sa maturité. Donc, on sait comment faire, quel muscle on va faire. Voilà, il faut faire plutôt un score global. Technique qui est valide, qui est reproductible, et on atteint une maturité pour de l'amélioration. Ça, c'était pour vous dire les études qui ont été menées pour voir quels sont les muscles qui sont les plus reproductibles.
Par exemple, on sait maintenant que ces abducteurs, les muscles de la main sont très reproductibles, tibial antérieur et deltoïde. Donc maintenant, si on veut utiliser dans les pathologies différentes, SLA ou SMA, il suffit d'utiliser ces quatre muscles. Ça prend 10 minutes et puis voilà. Hein. Et puis faire la somme de ces muscles-là. De là, donc, on voit que la technique est utilisable pour quasiment pour tous les muscles. On peut faire un score global équivalent d'un score fonctionnel, c'est-à-dire des scores qu'on utilise dans SMA, MFM, ou des scores qui prend la globalité. Donc, on obtient un score qui est plus fiable, qui reflète bien la pathologie. Ce n'est pas un biomarqueur isolé, partiel de la pathologie. Voilà donc une publication. On avait testé les muscles dans SLA. Là, c'est sujet normal. Là, c'est patient atteint de SLA. Vous voyez, quand on fait son score, la différence est très, très claire. Et puis, les corrélations avec les scores fonctionnels ALSFRS qui sont excellents. Alors, donc, quel est l'avantage de cette technique ? Donc, le confort de patient, parce que si on fait l'électron, il n'y a pas d'examen complet. C'est vraiment naturel, c'est fonctionnel. On obtient par une contraction volontaire, qui est contraction naturelle, pas artificielle, par stimulation. Du coup, n'est pas douloureux, très rapide, confortable pour le patient, réalisable en pratique clinique. Il suffit d'avoir le fichier. Le fichier, ça coûte 1 500 €. Et réalisable dans tous les muscles. Ça, c'est important parce que ça permet de la rapprocher de manière très précise au score clinique. Quel est l'inconvénient ? Le seul inconvénient, c'est quand le muscle est perdu, c'est-à-dire si vous avez une atrophie de la main, donc cet examen ne sera pas faisable, par exemple, sur les muscles. Ou par exemple, dans SMA, s'il y a une atrophie membre inférieur, on ne pourra pas l'étudier. Le seul inconvénient, c'est ça. Alors, maintenant, dans SLA, encore une fois, ce qui a été utilisé, et maintenant, c'est considéré comme un biomarqueur de critères secondaires, premier critère secondaire dans les essais thérapeutiques, c'est Munix, donc ce qui permet de détecter plus rapidement que l'examen clinique même la baisse de l'unité motrice. Pourquoi ? Parce qu'avant que le déficit moteur musculaire arrive, il faut une baisse de 50%, une diminution de 50% d'unité motrice. Jusqu'à ce moment-là, le muscle tient. Donc, alors qu'en comptage d'unité motrice, on a accès à cette information. Deuxième chose, on a vu, c'est Vincent qui a expliqué la réinnervation et sprouting. Donc, on compte les axones, on ne compte pas les fibres, on ne compte pas l'unité motrice en réalité, ce qui échappe, ce qui permet d'échapper à la réinnervation. Voilà, et Munix permet de voir avant la dénervation du muscle les choses. Ça veut dire que quand il y a une souffrance, mais pas encore la mort motoneuronale, la fonction ne sera pas parfaite, donc on peut détecter. Dans pas mal de neuropathies démyélisantes qu'on a, on va voir, on a testé, l'avantage c'est ça, il y a des blocs de conduction, l'axon, le motoneurone, il est là, c'est pas ça, le câble électrique, il y est, mais ça ne fonctionne pas bien. Donc, Munix permet de voir ce dysfonctionnement. Ça, c'est son avantage. Donc, on peut suivre sur le plan longitudinal et son intérêt vis-à-vis des autres marqueurs. Et ça, je vais vous montrer l'étude qui a validé l'intérêt de Munix. C'est un groupe, en fait, c'est le premier groupe qui a publié, qui continue à publier dans la SLA. Voilà, c'est un nombre important de patients, autour de 150 patients qui ont été inclus, je crois. Donc voilà l'étude longitudinale. Ça, c'est la LSFRS, donc les scores cliniques de référence dans tous les essais thérapeutiques. C'est ça qui doit prendre en critère primaire. Vous voyez, au cours de temps, la LSFRS diminue, mais Munix décroche beaucoup plus rapidement. Regardez cette
courbe en pointillé. Au bout de 6e mois, le delta est significatif. Donc, maintenant, on va aller sur les essais thérapeutiques en go-no-go. C'est-à-dire si vous avez un doute sur une molécule que vous ne savez pas si c'est utile, les labos ne veulent pas trop prendre de risques. Si on arrête, en 6 mois, si on modifie le Munix, on continue. Donc après, en 12 mois, on va évaluer l'essai sur le score clinique. Vous voyez que ça décroche très très vite. Voilà. Ça, en SLA, comme je vous avais dit, on l'a testé dans plusieurs neuropathies déminisantes, même dans le CMT. Alors, cet article, je l'ai choisi, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, je vous montre beaucoup de choses, mais c'est seulement 1 ou 2 points qui me paraissent intéressants. Toujours une étude longitudinale de SLA avec plein de biomarqueurs, un groupe anglais qui vient de publier. Et donc, il y a les paramètres cliniques, Munix, les paramètres électrophysiologiques simples et IRM musculaire quantifié. Donc, comme vous pouvez voir, à 4 mois, déjà, il y a des paramètres. Alors, quelques paramètres cliniques qui commencent à montrer de significativité. Quasiment la totalité des paramètres de Munix, les muscles étudiés. Voilà. Et puis, à 12 mois, c'est encore mieux. Et voilà le résultat en imagerie. Rien n'est significatif, peut-être 1 ou 2. Donc, vous voyez, avec une technique simple, on arrive à avoir un biomarqueur qui est encore une fois admis maintenant dans SLA. Qu'en est-il dans SMA? Donc là, c'est le même groupe de Pitié et Garche qui ont publié. Chez l'adulte, je crois qu'il y avait 25 patients. On voit encore une fois diminution de Munix chez le patient SMA dans le muscle, je vois mal d'ici, mais ça doit être les 2 muscles de la main. Et là, encore j'ai du mal. Bon, ça doit être peu importe, on voit la diminution par rapport au sujet normal. D'accord? Et puis on voit augmentation de ce paramètre-là, on appelle MUSIX, mais qui permet de voir le taux de réénervation. Donc, cet sprouting, on voit qu'il y a une réénervation. Donc, 2 paramètres intéressants pour voir la dénervation et les capacités de réénervation de pathologie. Ce paramètre est très altéré dans SLA. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie très rapide, très agressive. La réénervation ne fait pas bien. Donc, ça semble être bon pour SMA également. Et puis, quand on regarde les corrélations, il y a des corrélations, surtout 2 muscles qui sont très intéressants, abducteurs de 5 et jambier antérieur, encore une fois, avec de pinch, la force fine de la main, de pince, le grip, et ainsi de suite. Par contre, pas de corrélation magnifique avec MFM et une corrélation qui est un peu, moi je dirais douteuse avec ALS-FRS et qui a été qualifié de MSA-FRS. En revanche, il y a un autre groupe, donc le même groupe suisse qui a publié. Cette fois-ci, les corrélations sont excellentes avec les scores cliniques autour de, pour les vampires, 0,83 avec HF, j'arrive jamais à le prononcer, avec HF-MSE et puis RULM et avec cet score ALS-FRS. Donc les scores ça paraît très très intéressant. Donc chez l'adulte, ça semble être pas mal. Alors, qu'en est-il en longitudinal? Donc toujours le même groupe de parisiens qui ont publié avec une multitude sur 14 patients, le nombre est faible, multitude de paramètres cliniques et tout ça. Et on voit, alors, c'est une étude longitudinale, durée 24 mois, 14 patients. Ce qui est étonnant, c'est aucun paramètre clinique majeur n'a bougé. Peut-être seulement pinch et, je ne sais plus, flexion de genou qui a marché. MFM n'a pas bougé avec 24 mois. Par contre, les éléments de Munich sont là. Les 2 muscles les plus intéressants, main, jambes, sont là. Donc, un intérêt. Alors, encore une fois, le nombre de patients est faible. Il n'y a pas une étude de variabilité, reproductibilité.
Mais ça semble que l'indice permet de détecter une modification, une change dans la pathologie. Pareil, alors là, c'est l'IRM quantifié de la cône antérieure. Aucun paramètre n'a montré de modification. Alors, marqueur potentiel, enfin, moi, j'ai quasiment pas de doute sur l'intérêt de ce paramètre dans SMA aussi. C'est une pathologie plus lente, mais on pourra montrer ces différences qu'on voit. Donc, c'est le même résultat. Quand on voit sur le muscle de la main, la différence est claire à 24 mois. Et ici, c'était, je crois, jambier antérieur. Voilà. Les différences sont intéressantes. Et puis, on voit que la rénervation augmente au cours de temps. Qu'en est-il chez l'enfant? Chez l'enfant, donc, est-ce que c'est faisable? Oui. Donc, là, vous pouvez deviner l'âge. Je crois que ça doit être à 2 mois et demi, sujet, enfin, ce n'est pas un sujet simple, mais sujet contrôle. Donc, vous voyez que l'examen est tout à fait faisable. Et chez patient SMA à 6 mois, c'est Christophe Houlet chez nous qui le fait. Les courbes sont excellents. Cet indice que je vous avais montré, vous voyez, c'est quasiment un 1 avec une courbe qui est parfaite. Donc, parfaitement faisable. Alors, évidemment, j'ai choisi les meilleures courbes, mais tout le temps, c'est pas loin de ça. Et ça a été publié par un groupe américain. On voit très bien encore, donc cette fois-ci, c'est muscles de la main. Les jambes n'ont pas été étudiées, il y avait une myotrophie. Chez les enfants qui sont entre 3 ans à, je crois, 15-16 ans, on voit encore la différence entre sujet atteinte et sujet normal. Pareil, la réénervation augmente. Donc les deux marqueurs, ils sont là. Une très bonne corrélation, toujours avec les deux scores HF, je ne sais pas quoi, là, et puis RUL. Voilà. Alors, Christophe Houlet a publié finalement ses résultats, et puis on voit encore chez l'enfant cette différence entre patients. Alors, l'âge entre 3 à 17 ans, 3 à 16 ans, entre SMA et sujet sain. Et puis, dans les deux muscles de la main, et ici, toujours l'index de réénervation. Par contre, nous avons trouvé une excellente corrélation avec MFM, qui est significative, cette corrélation, alors très significative avec la partie D1. Voilà, donc index intéressant. On va publier les valeurs chez le sujet normal, la variabilité, enfin chez les enfants, et on va publier, j'espère, l'étude longitudinale. Voilà les articles de service, et ça a été fait en collaboration avec ce groupe-là. Et je serai ravi de vous recevoir à Marseille. Un grand merci pour ta présentation, Sharam. Des questions dans la salle? Juste une question naïve. Par rapport à la fatigabilité des patients qu'on a entendus aujourd'hui, est-ce que Munich est capable de détecter cette fatigabilité, et s'il faut répéter l'exercice 3 fois, est-ce que c'est... Alors, c'est une question très, très pertinente, pas du tout naïve. Alors, la fatigabilité en termes de piège et non pas... probablement pas détecter la fatigabilité en termes de piège, c'est-à-dire effectivement, surtout chez les enfants, il faut laisser un temps de repos. Alors, il y a toute une technique que Christophe a développée, enfin, on fait jouer, enfin, des choses comme ça, les contractions sont volontaires. C'est un peu plus long chez l'enfant, mais il faut faire attention à ça. Alors, ce qui se passe, c'est que plus les forces sont faibles, enfin, le degré de contraction est faible, mieux c'est pour le calcul de Munich, c'est-à-dire là où la fatigue intervient. En fait, l'intelligence de Nandeckar, ça a été que
il utilise la variabilité pour calculer ces variances, pour calculer la moyenne dans les nombres, enfin un truc vraiment magnifique. Du coup, oui, ça a été parmi les choses à améliorer. Maintenant, c'est pour ça que je disais la technique. Alors la fatigabilité a été testée. On a testé dans Guillain-Barré, c'est une pathologie nerf inflammatoire. Bon, voilà. Dans Guillain-Barré, on n'a pas trouvé modification en relation avec la fatigabilité, tout ça, mais c'est une question intéressante parce que c'est dysfonctionnement de motoneurones. Merci. Alors, je vais essayer de poser une question que tout le monde comprend. Munix, de ce que j'ai compris, ne peut pas être utilisé pour des muscles qui sont déjà atrophiés. Si vous avez... Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même une réponse il faut capter quelque chose. Ouais. D'accord. Et donc, effectivement, c'est une technique qu'on ne peut pas utiliser sur des patients SMA qui sont déjà très atteints. Non, les patients... Non. Alors, c'est utilisable, par exemple, sûrement sur les muscles qui nous sont... Enfin, c'est sur les muscles qui marchent. Oui. Enfin, je veux dire, il faut un peu de muscle quand même. D'accord, oui. Donc, c'est que des patients qui sont sous nusinersen ou qui ont été dès le diagnostic, qui n'ont pas eu le temps que la maladie soit... ait progressé. Le parti pédiatrique, ça a été chez... Alors, ça, c'était avant injection, mais c'est parmi ces patients-là, enfin, les enfants, ils ont la... Sur les jambes, c'est souvent atrophié, il n'y a pas de réponse, mais la main, il y a assez de muscles pour... D'accord. Donc à partir du moment où ils ont un peu de contraction. D'accord, d'accord. Une dernière question. Je sens que Susanna brûle d'envie. J'ai une question. Et comme la pathologie, c'est des prédominances proximales. La pathologie est des prédominances proximales. C'est peut-être intéressant de... Alors, chez l'enfant proximal, chez l'adulte, c'est l'inverse. Donc, oui, c'est pour ça que c'est l'intérêt de faire une carte. Ouais. Une carte, c'est ça. Et aller vers les scores fonctionnels, c'était vraiment le gros avantage de cette technique. Et les muscles qui sont ciblés au niveau proximal, j'ai vu trapèze, biceps. Alors, donc on a étudié tout ça. Même chez SLA, on a étudié les muscles génioglosses pour voir si on pouvait voir les troubles de déglutition. Ça, c'est pas très bon. Ouais. Trapèze, c'est variable. Par contre, deltoïde. Deltoïde. Trapèze, si on le fait, il faut être entraîné. Ok. Oui. J'ai hâte. Alors, je fais une publicité pour un protocole, une étude de cohorte nationale qui va utiliser, là, il y a 10 patients qui sont rentrés, qui utilisent Munix, IRM musculaire quantifié et puis collaboration avec l'insumyologie pour les biomarqueurs.